Coucou! Coucou, Coucou, Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Émilie et de Frédéric pour vous parler de RAG dans Microsoft Fabric. Alors le RAG, c'est un framework d'intelligence artificielle qui combine les points forts des systèmes traditionnels de récupération d'informations tels que la recherche, les bases de données, avec finalement la possibilité de les combiner aux capacités des Large Language Models. Émilie, est-ce que tu pourrais nous présenter pourquoi le RAG améliore la précision, la pertinence et la richesse du contenu qu'il va générer? Oui, absolument, Romain. Eh ben, écoute, déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de RAG dans le contexte des LLM? En fait, tout simplement parce que quand ChatGPT est sorti, on a vite observé les grosses limitations d'utilisation d'un modèle LLM tout seul, en se basant uniquement sur sa base de connaissances interne, qui est en fait son dataset d'entraînement. Alors déjà, comme on peut le voir à gauche, en utilisant le LLM seul, les sorties vont parfois générer des informations complètement fausses. On dit qu'il hallucine. Et c'est un comportement qui est complètement non déterministe. C'est un peu comme jouer à la roulette au casino. Et du coup, on a très vite recommandé de surtout pas utiliser les connaissances pures du LLM pour lui permettre de répondre, mais plutôt lui fournir des sources de données qui sont fiables, qu'on a vérifiées et surtout qui sont maîtrisées. Et c'est là que les architectures RAG pour Retrieval Augmented Generation sont apparues. L'idée, en fait, c'est de fournir au LLM des informations qui sont pertinentes à partir d'une base de connaissances maîtrisée qu'on va créer et qui va permettre d'améliorer justement la précision et la pertinence des réponses. Alors, en plus de ça, les LLM, ils sont entraînés sur des données qui sont générales et du coup, parfois, il va leur manquer du contexte qui peut être spécifique à certaines questions. Et comme vous le savez, les LLM sont basés sur des données qui ont été publiées jusqu'à une certaine date, et donc ils n'ont pas forcément toutes les informations, enfin ils n'ont pas les informations les plus récentes. Alors qu'en intégrant justement une base de connaissances, le modèle peut vérifier et enrichir ses réponses avec des données qui sont précises et vérifiables, et il va donc pouvoir se baser sur des données qui sont beaucoup plus à jour, ce qui va permettre de réduire fortement les erreurs et les hallucinations. Et une chose importante aussi, c'est que les LLM, ils peuvent être très gourmands en ressources. En utilisant le RAG, en fait, on va pouvoir optimiser les performances en limitant justement la quantité de données que le modèle doit traiter pour chaque requête. Et parce que justement, on va lui permettre de se concentrer uniquement sur les informations qui sont pertinentes pour qu'il puisse répondre. Et dernier avantage important, c'est que avec le RAG, chaque réponse peut être tracée jusqu'à sa source, puisqu'on va pouvoir afficher le contenu exact qui a servi à construire la réponse générée par ce LLM. Et donc, on va être capable, pour chaque question, de vérifier l'origine des informations, ce qui va permettre de garantir une plus grande transparence. Et ça, c'est fondamental quand on déploie des applications qui vont intégrer des LLM. Alors, pour faire très simple, comment ça marche le RAG? Vous l'avez compris, dans le cadre du RAG, je vais construire d'abord cette fameuse base de connaissances avec mes données fiables sur laquelle je vais me baser pour effectuer la recherche de la réponse à la question de mon utilisateur. À partir de là, on va procéder en deux étapes. Premièrement, à partir de cette base de connaissances, je vais faire une recherche des documents ou des passages de texte les plus pertinents par rapport à la question de l'utilisateur. Et je vais sélectionner, par exemple, un top 5 des documents les plus pertinents pour répondre. C'est ce qu'on appelle le retriever. Et ensuite, dans un second temps, je vais faire appel à un LLM en lui fournissant à la fois la question de mon utilisateur, mais aussi ce fameux top 5 qui représente les informations contextuelles précises. Et je vais le laisser chercher dans ces documents les informations dont il a besoin pour structurer la réponse. Et pour orchestrer tout ça, j'ai un orchestrateur qui va déclencher l'exécution de ces différentes étapes et ensuite fournir le résultat du retriever en tant que prompt augmenté au LLM. Donc, si on revient sur la base de connaissances, pour permettre au retriever de trouver le top 5 des documents les plus pertinents, on ne va pas se baser sur les documents en eux-mêmes. Ce serait beaucoup trop long et trop compliqué. Au lieu de faire ça, on va optimiser la comparaison entre deux textes en utilisant ce qu'on appelle des embeddings. Les embeddings, c'est des catégories de vecteurs qui vont permettre de représenter des relations sémantiques dans les données de type texte. Et pour faire simple, l'idée, ça va être de créer un vecteur mathématique qui va représenter mon texte sous une forme de série de nombres, en général des nombres décimaux, de manière à ce qu'il puisse être utilisé par ensuite des algorithmes mathématiques qui vont être comparés à d'autres textes, qui auront eux aussi été vectorisés.
Et ces fameux vecteurs, ben, ils vont être créés à partir de certains modèles de LLM qui sont spécialisés dans cette génération de vecteurs. On appelle ça des modèles d'embeddings qui vont tout simplement transformer notre texte en entrée en un vecteur à une dimension. Alors, des modèles d'embedding, il y en a plusieurs sur le marché. Par exemple, sur Azure OpenAI, nous, on propose des modèles d'embedding qu'on appelle Text Embedding ADA 002 ou Text Embeddings 3 Small et qui produisent des vecteurs avec 1536 dimensions. On en a des plus larges, hein, comme le Text Embeddings 3 large, qui va produire des vecteurs là, allant jusqu'à 3072 dimensions. Et donc, une fois que les embeddings sont générés, il va falloir les stocker. Et on ne peut pas les stocker n'importe où. Il faut pouvoir les stocker dans une base de données vectorielle, une vecteur DB qui supporte justement le type de données vecteur. Donc, pendant la phase de préparation de la base de connaissances, on va venir stocker dans cette fameuse vecteur DB à la fois les documents en eux-mêmes, mais en plus les vecteurs qui vont les représenter. On aura donc notre vecteur DB avec l'ensemble de nos documents qui sont représentés par des vecteurs. Alors, si on ne va pas pouvoir représenter visuellement des vecteurs à 1536 dimensions, mais si on en fait une représentation simple sur 2 dimensions, voilà à quoi ça pourrait ressembler, à quoi ressemblerait notre base de connaissances avec chaque point qui représente en fait le vecteur d'un document. Et l'idée maintenant, eh ben, ça va être de pouvoir comparer la demande de l'utilisateur avec les différents documents de ma base de connaissances qu'on a vectorisés. Et pour faire ça, on va donc prendre le texte de la question de l'utilisateur, utiliser un modèle d'embedding pour créer justement un vecteur à partir de cette question, et ensuite rechercher parmi l'ensemble de mes vecteurs quels sont ceux qui sont les plus proches. Et pour pouvoir comparer et analyser les vecteurs, en fait, on va utiliser différentes techniques mathématiques, comme par exemple ce qu'on appelle la recherche de similarité vectorielle, le vector search. Et cette recherche de similarité vectorielle, bah, c'est tout simplement rechercher parmi tous les vecteurs d'un dataset donné les vecteurs qui sont similaires aux vecteurs d'une requête spécifique. Et cette proximité, donc cette distance entre ces deux vecteurs, on va la mesurer à partir d'une métrique de distance, comme par exemple la plus connue, c'est la distance cosinus. Et donc, plus les vecteurs sont proches, plus ils se ressemblent. Et pour créer mon top 5 de documents, bah, je vais tout simplement rechercher les points qui sont les plus proches du vecteur de ma question. Et du coup, bah, cette recherche préliminaire, c'est grâce à elle qu'on va en fait associer ce résultat qui va me fournir donc mon top 5 documents les plus pertinents pour pouvoir générer ce qu'on appelle un prompt augmenté. Donc le prompt augmenté, c'est tout simplement le fait de ne pas envoyer directement la question de l'utilisateur au LLM, mais au lieu de ça, je vais vectoriser la question de mon utilisateur avec un modèle de LLM d'embedding. Je cherche le top N de documents le plus proche dans ma base de connaissances et ensuite, bah, je vais créer un nouveau prompt enrichi qui est composé de la question de l'utilisateur et des documents les plus pertinents. Et une fois qu'on a ça, bah, le LLM saura se débrouiller pour pouvoir me créer une réponse pertinente et fiable à la question de mon utilisateur. Bon, mais depuis tout à l'heure, en fait, je dis qu'on met des documents dans notre base de connaissances. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Si on regarde plus en détail le flux de création d'un RAG, en fait, il y a plusieurs étapes préliminaires qui vont me permettre de préparer les données. D'abord, je vais avoir toute la partie extraction de documents. Je récupère des documents depuis les sources des utilisateurs, donc ça peut être des SharePoint, des blobs, des applications web. Et en fait, il va falloir que j'en extrais le texte. Donc par exemple, si j'ai un fichier PDF ou si j'ai un scan de documents, je vais récupérer le texte de ces documents à partir de techniques comme par exemple de l'OCR. Et cette étape d'extraction, elle va être suivie de différentes étapes de transformation pendant lesquelles bah, je vais nettoyer les documents, par exemple. Je vais pouvoir supprimer les bruits du document. Si je récupère des pages web, bah, je vais avoir besoin de supprimer tout ce qui est balise HTML, le CSS, etc. pour garder vraiment que le contenu. Je vais pouvoir en profiter aussi pour éventuellement traduire le document. Et je vais pouvoir aussi, comme on va le voir avec la démonstration de Fred juste après, supprimer les informations sensibles, par exemple des informations personnelles qu'on appelle les PII, qui vont nous permettre de masquer tout ce qui est nom, numéro de téléphone, etc. Et quand on a du texte propre, on va ensuite devoir passer à l'étape de découpage, ce qu'on appelle le chunking.
Dans cette étape, en fait, on va découper notre document en sous-ensembles de textes qu'on va appeler des chunks. Alors, pourquoi on découpe le document? Ben, déjà, parce que en fait, les modèles d'embeddings, ils ont une limite en nombre de tokens, donc en taille de texte qu'ils vont pouvoir prendre en entrée pour générer ce fameux vecteur. Mais c'est aussi utile parce que on sera d'autant plus précis dans la recherche de similarité quand on utilisera un sous-ensemble de documents plutôt que d'utiliser des documents entiers. Donc si Et je ensuite, comprends, comme... un seul Oui, document va pouvoir avoir plusieurs insertions de vecteurs dans ta base de données vectorielle. exactement. En fait, je vais découper mon document et dans ma base de données vectorielle, je vais avoir à la fois mes différents checks, mes morceaux de documents et leurs vecteurs associés. Tout à fait. Et donc ensuite, comme on l'a vu, on va avoir la phase de vectorisation des documents. Donc là, on les enregistre dans la VectorDB avec les vecteurs qui ont été créés. Et ensuite, on va retrouver les étapes qu'on a vues, c'est-à-dire la génération de ce fameux prompt augmenté à partir de la recherche de similarité vectorielle. Et enfin, je vais avoir la génération de la réponse à partir du LLM. Et du coup, on est quand même là pour parler de Fabric. Donc, Fabric dans tout ça. Et ben, c'est là où ça va être intéressant parce que justement, Fabric va nous mettre à disposition tout ce qu'il faut pour mettre en place ces différentes étapes de mise en place du RAG. Donc d'abord, je vais pouvoir effectuer toutes ces opérations de pré-traitement et ensuite, je vais pouvoir utiliser justement les nouvelles Fabric User Data Function pour pouvoir effectuer ces préparations et ce pré-nettoyage des données. Alors, comment ça va se passer? En fait, les User Data Function, c'est l'équivalent de ce que vous connaissez sûrement dans Azure, les Azure Functions. Et on va avoir en fait directement au sein de Fabric une plateforme qui va héberger nos fonctions personnalisées. Donc pour l'instant, on va pouvoir développer des fonctions en Python qui seront basées sur le runtime Python 3.11.9. Et on va avoir tout un tas de fonctionnalités comme le fait de pouvoir se connecter nativement au stockage de Fabric, donc les lakehouse, les warehouse ou par exemple des Fabric SQL Database. Un exemple d'usage de ces User Data Functions, c'est notamment pour faire du write back à partir d'un Power BI, un rapport sur une base de données. Donc on appellerait cette User Data Function depuis un bouton qu'on espère arriver bientôt depuis le desktop, qui nous Mm. permettrait du coup d'interagir avec notre base de données sous-jacente. Tout à fait. Effectivement, c'est un autre cas d'usage hyper intéressant qu'on attend avec impatience. Et donc, du coup, je reviens au développement de mes fameuses fonctions. Donc, pour pouvoir développer des fonctions de, de, de préparation de mes données, Fabric va nous proposer en fait un environnement de développement natif, mais on va surtout plutôt utiliser une extension de VS Code qui est dédiée, dans laquelle on va retrouver nos fonctions, nos connexions et nos librairies, et qui va aussi nous permettre de faire du debugging en local. Et ensuite, quand on a une fonction qui est prête à fonctionner, et ben, on n'a plus qu'à la publier. Donc, c'est vraiment super pratique. On va aussi avoir accès à des samples de code qui sont déjà prédéfinis dans Fabric et qu'on va pouvoir insérer directement dans la fonction. Donc, par exemple, comme on le voit ici, si je choisis dans les samples lakehouse la lecture d'un fichier CSV depuis un lakehouse, j'insère le code de connexion à mon lakehouse et je vais pouvoir avoir un exemple de connexion et de lecture de fichier. Et j'ai plus qu'à remplacer les noms de mon lakehouse et de mon fichier pour pouvoir récupérer mon fichier. Et donc, j'ai un champ des possibles assez extraordinaire qui s'ouvre à moi pour pouvoir justement créer des fonctions qui vont me permettre de préparer mes fichiers avant de les utiliser dans mon RAG. On aura aussi la possibilité d'ajouter des librairies publiques de PPI ou d'incorporer nos librairies au format WHL. Donc ça va nous permettre de customiser l'environnement avec des fonctions spécifiques qu'on va vouloir utiliser et qui ne seront pas forcément intégrées nativement dans le runtime. Et enfin, quand je vais publier ma fonction, on va pouvoir l'appeler depuis des activités dans les data pipeline Fabric, par exemple, ou encore depuis des notebooks, depuis des rapports Power BI, ou en fait, finalement, depuis n'importe quelle application externe, puisqu'elles vont être exposées au travers d'une API REST pour laquelle Fabric va nous fournir le code pour l'invoquer en Python, en C# ou en Node.js. Donc, c'est vraiment une super nouveauté dans Fabric parce qu'en fait, ça va nous permettre, à l'échelle de toute l'entreprise, de créer des bibliothèques de fonctionnalités qui seront standardisées
et qui vont pouvoir être partagés et réutilisés par plein d'applications et par plein d'utilisateurs. Et alors justement, pour préparer mes fameux documents qu'on va utiliser dans notre base de connaissances, on va pouvoir bien sûr développer manuellement ces transformations via nos Fabric Functions, mais on va surtout pouvoir directement, depuis nos data functions, faire appel à des modèles d'IA qui sont prêts à l'emploi et pré-entraînés dans Azure. C'est ce qu'on appelle les AI services et qui sont tout simplement les anciens cognitive services. Et on a plusieurs catégories en fonction de ce qu'on va vouloir faire comme préparation de données. Donc, on va avoir par exemple l'utilisation de ce qu'on appelle Document Intelligence, qui va permettre d'analyser et d'extraire le contenu de documents de manière intelligente. En fait, il va utiliser des modèles d'IA pour extraire du texte, il va pouvoir extraire des paires clés-valeurs, des tableaux, d'autres types de structures de données, et ça à partir de différents types de documents, comme des Word, des PDF, etc. Et il va pouvoir soit extraire le texte brut, ou sinon, il peut aussi extraire des informations très spécifiques qu'on va lui indiquer, comme par exemple sur une facture, on lui demande extrais-moi le montant total, le taux de la TVA, la date, le commerçant, etc. Il va aussi savoir extraire des données tabulaires. Donc, on va pouvoir extraire des tableaux de rapports financiers ou des tableaux Excel. Après, Document Intelligence, c'est vraiment spécifique au format texte. Et du coup, pour aller plus loin, on va aussi pouvoir utiliser un autre service disponible dans Azure qui s'appelle Azure AI Content Understanding. Donc ça, c'est un service qui est en preview actuellement et qui va permettre, lui, d'analyser, d'extraire des informations de divers types de contenus. Des contenus multimédia comme du texte, mais aussi surtout des images, des vidéos, des fichiers audio. Donc, on va pouvoir extraire du texte, par exemple, à partir d'analyses de vidéos ou d'images, ou encore, ce qu'on utilise beaucoup en ce moment chez nos clients, c'est tout ce qui est transcription de fichiers audio, pour pouvoir les transformer en texte structuré, pour faciliter la recherche d'informations, justement. Et on aura aussi, par exemple, des modèles de traduction de texte ou de documents. On va aussi, comme on en parlait tout à l'heure, avoir cette fameuse capacité à récupérer, à appliquer en fait sur notre document un masque en fonction des informations sensibles, ces fameuses PII. Donc, je vais masquer les noms, les numéros de téléphone, les adresses, date de naissance, les numéros de compte bancaire, etc. Mais ça peut aussi être des noms de projets, des noms d'entreprise, enfin voilà, toutes données sensibles. Et une fois que nos textes sont prêts, qu'ils ont été nettoyés, anonymisés, traduits, découpés en chunks, et ben on va pouvoir bénéficier des nouvelles capacités de Fabric SQL Database pour héberger les documents, mais surtout pour pouvoir héberger les vecteurs de ces documents. Alors, vous connaissez probablement déjà, au moins en overview, Fabric SQL Database. Je ne vais pas le représenter parce qu'on a une session qui a été super intéressante, qui a été réalisée par Amar et Richard sur Data Chouette, que vous pouvez retrouver. Mais là, l'idée, c'était plus de vous présenter d'un point de vue un peu plus spécifique les fonctionnalités qui vont permettre justement de développer des applications qui vont utiliser du RAG. Et on l'annonce bien dans les fonctionnalités clés de Fabric SQL Database, c'est le support du RAG et surtout celui des vecteurs. Parce qu'en fait, pour commencer, la grande nouveauté, c'est le support des données de type vecteur dans les colonnes d'une table SQL. En fait, on a un nouveau type de données qu'on appelle le type vecteur. Et pour pouvoir créer des colonnes de type vecteur, on va utiliser, en fait, on va pouvoir enregistrer directement la vectorisation de nos documents dans ces colonnes type vecteur. Et donc, on n'a plus besoin d'aller déployer une base de données vectorielle avec un autre service dans Azure. Du coup, ça va nous éviter le fait de devoir faire des intégrations, justement des intégrations qui peuvent être complexes entre deux services, de mettre en place tout ce qui est sécurité. Bref, ça va réduire la complexité globale de déploiement de notre RAG. Et ces vecteurs, ils vont être stockés dans un format binaire qui va être optimisé et qui va ensuite, qu'on va ensuite pouvoir caster pour pouvoir les exposer sous des formats qui vont être plus simples à lire quand on va vouloir les visualiser. Et en interne, pour info, dans Fabric Database, en fait, on va stocker chaque élément donc, du vecteur en utilisant un format de nombre à virgule flottante avec une précision simple qui sera sur 4 octets. Alors, pour pouvoir profiter justement de ce nouveau type de données, il va falloir transformer nos textes en vecteurs. Et donc concrètement, on va pouvoir créer par exemple une fonction en Python ou une procédure stockée
qui va aller appeler une API d'un modèle d'embedding, comme par exemple ceux que propose OpenAI, comme on l'a vu tout à l'heure, comme ici, un text embedding ou un ADA. Et donc, on va lui fournir un texte en entrée. Comme on l'a vu, notre texte sera un chunk d'un document. Et on va obtenir en retour un vecteur qui aura été généré par ce modèle d'embedding. Et on peut voir ici en bas, par exemple, des exemples de chunks, donc de bouts de texte avec leur vecteur associé. Et ensuite, on extrait ces embeddings de la réponse JSON au call API et on va l'enregistrer dans notre fabrique SQL Database sur un type vecteur de dimension 1536, parce qu'ici, on utilise un modèle Text Embeddings 3 Small qui va nous vectoriser sur 1536 dimensions. Et c'est là que ça devient intéressant parce que du coup, on a notre base fabrique SQL Database avec nos vecteurs. Et maintenant, on a une super autre nouveauté dans les fabriques SQL Database, c'est qu'on va pouvoir profiter de fonctions built-in qui sont dédiées aux opérations sur les vecteurs. Et dans Fabric SQL Database, on va retrouver notamment une fonction qui s'appelle vecteur distance, qui est en preview, et qui va permettre de calculer tout simplement la distance entre deux vecteurs et nous renvoyer cette distance sous la forme d'une valeur scalaire. Ce qu'il faudra, c'est juste qu'on lui précise quelle métrique de distance on souhaite calculer parmi les trois que je vous présente ici. Donc, on va avoir la fameuse similarité cosinus qui va mesurer l'angle entre deux vecteurs pour déterminer la similarité entre ces deux vecteurs et qui va nous retourner une valeur entre 0 si les vecteurs sont identiques ou 2 si les vecteurs sont opposés. Ensuite, on va aussi avoir comme métrique la distance euclidienne. Ça va servir à mesurer la distance entre deux points dans l'espace. Et on va l'utiliser pour calculer la longueur qu'on appelle aussi la magnitude d'un vecteur. Et donc, on aura soit un réel ou soit un zéro si les deux vecteurs sont identiques. On pourra aussi utiliser un produit scalaire. Alors ça va nous donner une indication de la distance en se basant sur le produit scalaire. Donc en fait, on mesure la similarité entre deux vecteurs en calculant le produit des composants du vecteur. Et plus le résultat va être petit, plus les vecteurs sont similaires en fait. Donc en gros, c'est une façon de voir à quel point deux vecteurs pointent dans la même direction. Ensuite, on a une autre fonction très intéressante, c'est la fonction vecteur norme. Elle est aussi en preview et elle va être utilisée pour récupérer la norme d'un vecteur. Donc la norme, c'est une mesure de sa longueur, qu'on appelle aussi sa magnitude, et qu'on va obtenir dans l'un des trois types de normes qui sont disponibles. Donc on va avoir la norme 1, qui est en fait la somme des valeurs absolues des composants du vecteur. Donc c'est un peu comme additionner tous les noms du vecteur. On pourra choisir la norme 2, qu'on appelle aussi la norme euclidienne, qui va correspondre à la racine carrée de la somme des carrés des éléments du vecteur. Donc en gros, ça permet de quantifier la taille du vecteur de manière standardisée. Et la norme euclidienne, c'est le type de norme le plus courant en fait qu'on utilise. Et on pourra aussi utiliser la norme infinie, qui est la valeur maximale des valeurs absolues des composants du vecteur. Donc ça correspond à la valeur la plus grande en fait du vecteur. Et enfin, troisième fonction, c'est la fonction vector normalize qui, elle aussi, encore est en preview et qui va prendre en entrée un vecteur et qui va renvoyer ce vecteur, mais cette fois-ci, un vecteur normalisé pour qu'on s'assure que les vecteurs sont de longueur unitaire. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, le fait de normaliser, ça va vite devenir important parce que on parle de texte là, mais on va aussi pouvoir vectoriser d'autres formats de données, comme des images, des signaux audio, etc. Et en normalisant les vecteurs, en fait, on va s'assurer d'avoir une uniformité de l'échelle pour ces formats. Et ça, c'est vraiment fondamental pour faire la mesure de distance vectorielle ou pour pouvoir, par exemple, regrouper et distinguer des points de données qui sont hors normes. Et c'est aussi important parce que autant dans Azure OpenAI, quand on va créer un embedding, il va nous fournir par défaut un vecteur normalisé, mais ce n'est pas toujours le cas des autres modèles. Il y a d'autres modèles ou d'autres frameworks dans lesquels les vecteurs ne sont pas automatiquement normalisés. Donc, par exemple, la bibliothèque Python Gensim, qui est très utilisée pour tout ce qui est NLP, on aura des vecteurs qui ne sont pas toujours normalisés par défaut. Donc là, pas besoin de normaliser les vecteurs manuellement ou d'utiliser des fonctions spécifiques, des librairies spécifiques. On va tout simplement directement utiliser cette fonction vector normalize qui est disponible by design dans Fabric SQL Database. OK, donc, on revient sur notre script qui nous a permis de calculer les vecteurs d'un ensemble de documents, de les mettre dans notre fabrique SQL Database
Et on va calculer maintenant cette similarité cosinus pour ne sélectionner que les vecteurs qui sont les plus proches de notre question. Et la similarité cosinus, en fait, c'est la méthode de calcul de distance la plus courante. Donc, comme vous le voyez ici, elle peut être calculée assez facilement en SQL, justement, grâce à la fonction de distance vectorielle, vecteur distance, dont on a parlé. Et par exemple, ici, je cherche cette similarité entre le terme database administrator et des chunks que j'ai dans ma base vectorielle. Et je peux voir que les chunks qui sont similaires d'un point de vue vectoriel ont effectivement soit le terme database administrator, soit le terme DBA ou database, qui sont similaires d'un point de vue sémantique. Et donc, on va fournir ce top 5 des chunks les plus proches, donc qui sont les plus proches de la demande de mon utilisateur, à un LLM de type GPT-4o, pour qu'il puisse créer la réponse bien construite à partir de sous-ensembles de texte. OK, donc maintenant qu'on a vu la théorie, comment on va pouvoir utiliser ces user data functions et les fabriques SQL database pour créer notre RAG? Est-ce que Fred, tu pourrais nous montrer ça en démo? Eh bien sûr, merci Émilie pour toute cette théorie. Alors, on va voir un petit peu ça en pratique. Et justement, on va respecter un petit peu cet ordre que tu as énoncé. Alors, on va repartir d'un sample qui a été publié par Haroun, et je vais taire le nom, Haroun ici, cette publication a été faite lors de la FabCon Vegas, donc il y a quelques semaines, donc c'est assez récent. Vous allez pouvoir la retrouver, mais on le mettra dans la vidéo juste en bas, le aka.ms/rag pipeline, pour que vous puissiez le redéployer dans votre environnement et surtout l'adapter à n'importe quel contenu que vous avez. En termes aussi bien de use case que de fichiers sur lesquels vous allez vouloir venir générer les différents vecteurs. Ce sample, lui, est basé sur des CV. En fait, on va essayer d'aller vectoriser un certain nombre de CV de candidats pour après pouvoir faire des recherches. Alors, les recherches peuvent se faire ou via des applications Python, ShaneLight ou autres pour une interface web pour faire directement la recherche, afin d'aller ressortir des CV de personnes sur certains profils, certaines de compétences qui sont recherchées dans l'entreprise. Donc voilà, donc ça c'est le sample, vous allez pouvoir après l'adapter à peu près au contexte que vous voulez. On va se baser là-dessus sur un ensemble de CV. Alors ça peut être intéressant que vous avez jeté un petit coup d'œil aussi sur Kaggle, qui permet, voilà, par exemple, d'avoir un dataset avec un ensemble de CV disponibles qui ont été auto-générés, avec des données, bien évidemment, des données fake, hein, mais on va voir que c'est très utile justement pour faire nos différents tests. Donc, si on revient un petit peu sur l'architecture qui va être déployée, elle correspond exactement à ce qu'a présenté Émilie tout à l'heure. Donc, vous allez avoir des utilisateurs qui vont uploader des CV ou sur un blob storage externe, où on va voir directement sur une zone du OneLake de Microsoft Fabric. Ces CV vont être absorbés automatiquement via un item qui s'appelle l'activator, qui va pouvoir après déclencher justement ce pipeline de données, donc ce traitement de toute la chaîne de données qui va aller prendre le CV, extraire le texte qui est à l'intérieur du CV. Une fois que le texte a été extrait, qui va aller justement appliquer ce chunk, qui va aller chercher les chunks du fichier. Donc on va aller découper le fichier. On va passer tout ça à un ensemble de services, dont le fameux service de détection des données personnelles à l'intérieur de ces ensembles, de ces datasets. Donc, on va aller identifier les données personnelles, on va aller anonymiser, on va aller créer le vecteur lié à ces différents chunks, et après, on va aller les stocker ici dans la SQL database, où on aura préalablement créé une base de données avec une table accueillant justement ce type de données vecteurs, et on va aller stocker les différentes données vecteurs. Donc ça, c'est à peu près ce que on va voir en démonstration. Donc, je vais passer directement dans mon environnement Fabric. Donc, j'ai déployé le sample dans mon environnement Fabric. Donc, je vais avoir plusieurs choses. La première chose, c'est un espace ici sur mon OneLake. Alors, dans le sample, vous allez pouvoir faire ça directement sur un ADSGN2, le déposer, avoir une surveillance sur cet ADSGN2 et justement copier le fichier. Moi, j'ai pris le choix de le faire directement dans le OneLake. Donc, je vais aller uploader un CV dans mon OneLake. Ça va aller me déclencher une action pour aller activer justement toute cette chaîne de traitement de données. Donc, comment ça va se passer? On va le faire tout de suite après. Je vais uploader un CV. Derrière ce CV, va
activer, elle va déclencher ce que l'on appelle ici un activator. Quand vous êtes sur votre workspace, ici, vous pouvez créer un item qui est de type activator, qui est donc une alerte sur une action qui a été faite. Okay, et ici, moi, j'ai décidé de faire une alerte, de déclencher quelque chose sur une action qui est de type blob file storage event. Donc, ça veut dire à chaque fois que je vais avoir l'upload d'un fichier, et en l'occurrence d'un CV sur mon OneLake, je vais aller déclencher une action. Cette action ici va être de type fabric item, d'accord? Et je vais aller déclencher mon pipeline de traitement de données. Donc c'est comme ça que ça peut se faire. J'aurais pu faire un envoi d'email, des ajouts de messages dans une conversation, etc. Mais voilà, moi j'ai décidé de traiter le déclenchement de ma chaîne avec un activator. Ça me permet aussi de manipuler l'activator. C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. Vous voyez là, par exemple, j'ai eu une exécution tout à l'heure quand j'ai testé, et tout à l'heure, on va avoir plusieurs exécutions. D'autres fonctions, il y a d'autres façons de faire pour déclencher, mais l'activator est quand même une bonne source. Derrière, vous voyez ici, je vais aller déclencher un pipeline d'intégration de données. Donc, je vais tout de suite vous montrer le pipeline avant de voir la résultante quand je vais uploader le CV. Ce pipeline se décompose sur un enchaînement d'activités. Donc, le pipeline, c'est une orientation qui est très ELT. On va enchaîner des activités. Chaque activité a sa spécificité et on va passer le dataset à l'activité suivante. Donc là, on va avoir un enchaînement d'activités qui mappe exactement sur la théorie qui a été développée par Émilie tout à l'heure. Donc, je vais avoir un premier notebook ici qui va copier le fichier, donc le CV de mon espace de OneLake sur mon traitement. D'accord? Donc, rappelez-vous, là, j'ai uploadé le fichier, je déclenche ce pipeline. La première action que je vais faire, je vais aller prendre mon CV, je vais le copier dans mon espace de traitement. La deuxième activité, qui est de type ici fonction, exactement comme l'a dit Émilie, je vais aller déclencher une user data function directement dans Microsoft Fabric. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur ce point. Ce que vous voyez ici, je fais référence à mon workspace, donc mon fameux workspace RAG with Fabric, avec un ensemble de user data functions qui sont contenues dans un bucket qui s'appelle file processor et une fonction que je vais appeler qui s'appelle extraction du texte. Alors, si on regarde un petit peu plus près, ces fonctions, avant de revenir à mon pipeline, quand je suis dans mon workspace ici, Fabric, je vais pouvoir aller créer une user data function. Okay, donc, ça va être une fonction ou une enveloppe de fonctions. Et là, on retrouve vraiment cet espace un petit peu de data engineering où je vais venir ici créer mes différentes fonctions via cet espace de code qui est directement dans Fabric. Alors là, je retrouve tout ce qui a été dit. Je peux insérer mes différents samples pour faciliter justement la création de fonctions pour une interaction avec une base de données, pour une interaction avec un lakehouse, un warehouse, etc. Je vais pouvoir ici aller gérer les différentes connexions dont a besoin ma ou mes fonctions dans mon environnement Fabric. Donc ici, moi, je vais avoir besoin d'une connexion vers ma base de données Fabric Database pour aller écrire le vecteur lié au chunk des différents CV dans ma base de données. Mais je vais aussi avoir besoin d'une connexion sur le blob storage source ou l'espace OneLake source pour aller chercher des informations afin de traiter les informations. Donc là, je gère mes différentes connexions et mes façons de me connecter. Et la deuxième chose, je vais aussi aller gérer les différentes librairies. Alors les librairies, ici, je vais aller les référencer. Je vais référencer ma librairie sur les UDF. Je vais aller aussi référencer les librairies qui vont me permettre de manipuler et d'utiliser des services externes, des services tiers, typiquement les AI Services, d'accord, pour aller détecter les données sensibles, mais aussi les services de type Azure OpenAI pour aller activer mon modèle qui, lui, va me générer mes embeddings. Donc ici, je vais tout simplement référencer toutes les librairies que je vais utiliser dans mon code. Et si on regarde rapidement juste quelques fonctions, par exemple la fonction où je vais aller extraire les données, je clique sur Redac. La fonction ici, redact text, c'est la fonction qui va aller me chercher sur mon texte analytique, identifier les données
personnels qui sont directement dans mon chunk. Après, je vais avoir une fonction ici, Generate Embedding, qui, elle, va aller plutôt se connecter à mon service Azure OpenAI pour générer les vecteurs et après les stocker dans ma base de données. Donc voilà, donc là, vous Donc, avez... je t'interromps, ouais, au préalable, tu as déjà créé ces différents services dans Azure OpenAI. exactement. J'y viens tout de suite. Du coup, au préalable, exactement, j'ai été créer mes différents services. Donc là, vous voyez, j'ai un service FGI AI avec plusieurs déploiements de modèles et je vais utiliser ce fameux Text Embedding 3 Small qui, lui, va aller me générer mes différents vecteurs. J'ai aussi été préalablement créé mon AI Services qui va être plus lié à la manipulation du texte pour aller euh, détecter les données personnelles. Donc là, si je vais sur mon AI Services, si je vais sur mon sous-ensemble Language, ici vous avez différentes façons, différentes fonctions qui sont utilisables. Et sur tout ce qui est extraction d'informations, ici je vais aller utiliser la fonctionnalité d'extraction des PI depuis des différents textes. Vous pouvez même les tester. Par exemple, si vous avez un rapport médical ici qui a été uploadé, si hop, vous activez cette fonction, ça va aller me détecter. Par exemple, là, il a été me détecter le nom de la personne, donc c'est une donnée personnelle, l'âge de la personne, là où elle habite, la date, etc. Et elle va aller anonymiser sur le résultat. Déjà, ça va aller me dire où sont ces informations et derrière, je vais pouvoir les anonymiser dans mon traitement donné. Donc là, on a été créer les services externes, anonymisation et génération des embeddings. J'ai créé aussi un ensemble donc, de user data functions dans mon workspace. Ces user data functions vont pouvoir être partagées. Donc, c'est aussi une façon de mettre à disposition une fonction identifiée sur une fonctionnalité qui pourrait être réutilisée par les utilisateurs ou au travers de ce domaine ou peut-être d'autres domaines si on déploie les fonctions ailleurs. Mais pour le coup, ça nous permet d'éviter de recoder peut-être tout le monde la même chose dans des notebooks un petit peu différents. Il y a un aspect quand même réutilisation de fonctions qui est très intéressant dans cette approche UDF. Donc si je reviens juste sur mon pipeline, donc là on voit très clairement cet enchaînement de fonctions. Donc je vais copier mon fichier, je vais extraire les données, je vais aller générer mes différents chunks, d'accord? Comme le disait Émilie derrière, je vais avoir plusieurs chunks depuis le texte que j'ai eu original. Je vais aller identifier les différentes données personnelles. Je vais aller générer mes différents vecteurs en interaction avec le service Azure OpenAI. Je vais aller derrière créer les objets dans ma base de données si les objets ne sont pas disponibles, directement la base et la table qui va hériter des différents vecteurs. Et ici, je vais aller sauvegarder mes données. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ça en musique et voir un petit peu le déclenchement de tout ça. Donc je vais revenir sur mon workspace. Je vais aller dans mon Lakehouse ici, d'accord? Donc j'ai une zone sur mon Lakehouse qui s'appelle Source File. Donc ici, je vais tout simplement aller uploader un, un fichier, donc un CV, de ma banque de CV. Alors là, j'ai une banque de différents CV. Vous voyez, ce qui est pas mal avec ce dataset, c'est vous avez des CV d'industries différentes. Donc, je ne sais pas, on va partir par exemple sur le healthcare et on va prendre un CV avec la fin qui s'appelle 524. Comme ça, on va pouvoir aller le récupérer. Et je vais uploader le CV sur mon OneLake. Voilà, 524. Donc là, ici, aujourd'hui, j'ai mon CV qui a été uploadé. Donc maintenant, on va voir sur mon monitoring ce que ça a déclenché et l'interaction que ça va avoir avec les différentes user networks. Donc je clique sur monitoring, d'accord? Donc ici, je vais aller rafraîchir. Voilà. Vous voyez que mon pipeline ici d'ingestion de données a été
déclenché, donc on le voit apparaître, ça veut dire qu'il a été activé. Et la première activité qui a été déclenchée, donc il y a eu une instanciation du notebook de copie entre ma zone du OneLake et la zone de traitement qui est propre à mon process. Donc celui-ci est in progress. Donc si je fais un petit rafraîchissement, donc celui-ci est terminé, et vous voyez que mon pipeline de gestion de données, lui, maintenant, est en cours. Et bon, on va aller voir ce qui se passe un petit peu sur ce pipeline. Hop, donc du coup, on arrive dans mon pipeline de données. Vous voyez, j'ai déjà pas mal de fonctions qui ont terminé, d'autres qui sont aussi en cours. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. On va rafraîchir une fois. Voilà. Et donc là, on voit qu'on est sur la génération des embeddings. Si on regarde, on a une autre vision aussi qui est assez intéressante, c'est le Gantt, voilà, qui va vous permettre d'identifier sur chacune des activités qui ont été ici enchaînées, en fait, le temps qui a été passé dans chacune des activités. Donc là, par exemple, on voit que l'extraction de données a pris un peu de temps. Derrière les chunks, ça a été quand même très rapide. L'identification des données personnelles, assez rapide, d'accord. Et la génération des embeddings, bah, c'est dû à la génération des vecteurs par le service OpenAI. Et ça, c'est à faire une fois à chaque nouveau CV. Tu vas pas le refaire si le CV ne change pas. C'est à faire une fois à chaque nouveau CV, tout à fait. Alors après, il y a des façons de le faire. On peut paralléliser les choses, on peut faire plusieurs traitements en parallèle, même sur l'appel des data functions, etc. OK? Donc là, si maintenant on regarde un petit peu ce qui m'a été généré, je vais essayer juste voilà. Donc là, on a extraire le texte, d'accord? Donc si on regarde l'extraction du texte, et si je le mets en grand, donc on voit que ça a été m'extraire tout le texte qu'il y avait à l'intérieur du CV. Donc on voit que c'était un assistant dans l'administration, la compagnie sur laquelle il est actuellement, tout ce qui est derrière, c'est ses expériences passées, etc. Donc là, de façon brute, on a été extraire le texte directement depuis le CV. Si on continue, derrière, on a été générer les chunks. Ok. Donc la génération de chunks, ça veut dire qu'on a été découpé l'ensemble de ce dataset en sous-datasets. Donc là, on a été généré un chunk, 2, 3, on a 4 chunks sur le découpage du CV. Donc sur chacun de ces chunks, on va aller boucler derrière et on va aller identifier les différentes données personnelles potentiellement identifiables sur CV. Et vous voyez qu'il a été anonymisé certaines zones du CV, donc on pourra avoir l'intégralité du JSON avec avant-après et m'identifier chacune des zones sur lesquelles il a appliqué l'anonymisation, mais bon, on va aller stocker et on va aller surtout vectoriser des données, enfin un dataset, des chunks qui n'ont aucune donnée personnelle à l'intérieur. Donc ça, c'est important d'y penser et de le faire. Derrière, je vais aller générer mes embeddings. Donc je vais prendre chacun des chunks, je vais les passer à mon modèle Azure OpenAI et je vais derrière récupérer les différents vecteurs que je vais ensuite aller stocker dans ma base de données. Okay. Donc là, j'ai été générer mes vecteurs et derrière, je vais aller sauvegarder mes données à la base. Et donc, du coup, là, j'ai été écrire 4 lignes dans ma base de données qui correspondent aux 4 chunks que j'ai eu sur mon CV avec les vecteurs qui lui sont associés. Donc là, on a cette chaîne qui s'est terminée. Et si je regarde la résultante dans ma base de données Fabric Database, donc j'ai, hop, c'est ici, j'ai un datamart. Alors on peut l'appeler datamart ou autre. Je vais l'ouvrir. Dans ce datamart, j'ai une table qui s'appelle documents. Donc je vais la rafraîchir. Et sur cette table documents, vous allez voir, j'ai mes différentes colonnes. Et dont une colonne qui est le fameux type, vecteur et qui va contenir mes différents embeddings. Et donc là, je vais voir dans cette base de données l'ensemble des CV qui ont été traités lors de ce data pipeline. Donc voilà, donc après le rafraîchissement de ma table, si je descends, voilà, donc je vais retrouver ici les fameux
4 entrées, donc correspondant aux 4 chunks que j'ai été traité, voilà, avec le texte ici qui a été stocké, donc on voit bien l'anonymisation qui a été faite sur certaines parties de ces différents chunks, et les vecteurs associés. Et à partir de là, donc tout comme l'a expliqué Émile tout à l'heure, vous allez pouvoir justement l'exposer via, par exemple, le GraphQL, donc créer une API en GraphQL au-dessus de cette table et aller consommer avec une application web où vous allez pouvoir faire votre requêtage en langage naturel et justement aller récupérer les différents vecteurs qui vont venir enrichir le prompt pour générer la meilleure des réponses depuis votre question. Voilà, Romain. Super, ben merci beaucoup, une super présentation, une super démo comme d'habitude. Merci à vous deux. N'hésitez pas à nous faire part de vos usages des UDF et du RAG en commentaire de cette vidéo. On vous mettra aussi les liens pour que vous puissiez faire cette démo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vous dit à bientôt. Merci encore, à bientôt. À bientôt. À bientôt.